pas de pitié pour les nègres parce que je découvre que, en cherchant, que 10 ans avant l'abolition, en 1838, il y avait des réunions au Conseil colonial pour savoir qu'est-ce que nous allons faire d'eux parce que l'Angleterre veut qu'on abolisse. L'Angleterre veut la ruine de la France. Ils nous ont déjà fait abolir la traite. Donc ils vont nous faire abolir l'esclavage. Ils l'ont déjà aboli. Ils veulent qu'on abolisse. Donc, comment on va faire? Parce que les champs de canne sont toujours là. Il y a 500 usines à faire tourner. Nous, on n'a pas les moyens de payer ces gens-là. Comment on va faire? Et ils discutent ensemble et ils élaborent un plan. Ils élaborent un plan pour savoir comment, si un jour il y a une abolition, comment ils vont faire pour garder ces gens-là en esclavage quand même. Je vous laisse découvrir la suite dans le livre. Et ce que je peux déjà vous dire, c'est que lorsqu'en 1848, il y a la fameuse abolition, cela ne veut absolument pas dire qu'il y a libération. Les esclaves n'ont jamais été libérés, car revenons en 1848, le 23 mai 1848, ça mériterait un roman ça, 23 mai, non sérieux. Le 23 mai 1848, l'esclave enfin libéré se lève, il se réveille, il se dit, messieurs, m'en libre. Enfin, je suis à moi, je m'appartiens, je pars, je quitte cette prison, ce lieu, cet enfer. Il prend son baluchon, il ramasse les 2-3 hardes qu'il a, il met ça dans un bout de toile, il met ça au bout de son bâton, et puis en route pour une nouvelle vie. Quand il arrive devant l'entrée de l'habitation, il trouve 2 gendarmes à cheval qui lui disent, mais monsieur, où est-ce que vous allez? Ah ben, je sais pas moi. Ils disent, ah, vous ne savez pas. Et vous allez manger quoi? Il dit, ben je sais pas, je vais trouver des fruits. Ah, donc vous allez voler alors. Parce que les fruits ou les légumes, ils appartiennent à quelqu'un. D'accord. Et vous allez dormir où? Ah ben vous ne savez pas où vous allez dormir non plus. Vous n'avez nulle part pour aller, vous ne savez pas ce que vous allez manger, monsieur, vous êtes en situation de vagabondage. Et c'est une situation qui est punie par la loi. Vous avez 2 possibilités. Ou je vous emmène au tribunal, vous serez jugé et condamné à de la prison ferme pour vagabondage. J'ai retrouvé des jugements dans les archives condamnant des gens pour vagabondage à la prison ferme. Ou bien vous retournez chez votre maître, votre ancien maître, et puis vous dealez avec lui parce que vous ne pouvez pas vous retrouver. On ne peut décemment pas accepter de voir des hordes de nègres comme ça sur les bords des routes, ça c'est pas possible. Alors, retournez voir votre maître et dealez avec lui. Qu'est-ce que vous auriez fait à sa place? Quitter une prison pour aller en prison, je ne sais pas. Moi, je serais retourné là, dans la prison que je connais le mieux. Donc, il arrive. Le maître lui dit, mais comment? Qu'est-ce que tu fais là? Mais tu es libre comment? Il dit, oui, mais je n'ai nulle part où aller. Il dit, ah, tu n'as nulle part où... Que c'est embêtant. Bon, eh bien, ta case, elle est toujours là, elle est vide. Tu peux la récupérer. Mais je ne suis plus obligé de te loger. Alors tu vas me payer un loyer. Et puis le petit bout de terre que je t'avais donné pour planter là, je ne suis plus obligé de te nourrir. Alors tu vas aussi me payer un loyer. Et puis, j'ai mis une petite boutique pour toi dans le coin. Tu pourras t'acheter ta morue parce que je suis plus obligé de te la donner. Ton tafia, ton huile, tu pourras t'acheter ça là. Et puis comme ta place est libérée dans le champ, eh bien reprends-la. Mais comme tu n'es plus mon esclave, je serai obligé de te payer. Mais avant de te payer, je vais me payer ce que tu me dois et je vais te donner le reste. Je vous laisse imaginer le temps qu'il a fallu à un homme et une femme pour décider de se mettre ensemble, de faire un enfant et de l'envoyer à l'école pendant des années pour qu'il devienne au mieux un maître d'école. Parce que là encore, à l'époque, les métiers étaient cloisonnés. Le commerce était réservé aux créoles, les professions libérales aux mulâtres et les petits métiers aux noirs. C'est toujours le cas. Mais en tout cas, là, à l'époque, c'était encore plus flagrant. Je suis rentrée aux archives avec un énorme agacement contre les Martiniquais. Parce que je trouvais qu'ils étaient
passif, docile, un peu lâche. Vous savez, on est individualiste, on est solidaire qu'en cas de catastrophe naturelle. Là, tout à coup, il y a quelque chose qui se réveille en nous et qui fait qu'on a envie de savoir, comme actuellement, la mobilisation pour la Dominique ou pour Saint-Martin. Quand il y a un truc qui se passe, on a envie d'aider notre prochain, notre voisin. On est ensemble. On est ensemble. On l'a vu en février 2009. Quand les gens venaient et déposaient des régimes de bananes comme ça dans les étals des marchés gratuitement pour donner de la nourriture aux gens qui étaient en grève. On l'a vu pendant ces moments-là. Donc je suis rentrée là avec beaucoup d'agacement. Et quand je suis ressortie, c'était avec une déprime terrible. Parce que je me suis dit, bon sang, mais qu'est-ce que ces gens-là nous ont fait là? Mais ils nous ont privés de toute possibilité de nous épanouir, exactement comme ils ont fait pour Haïti. Ils ont enlevé à Haïti, par la dette qu'ils ont imposée pour leur donner une liberté qui n'était que légitime, toute possibilité de s'épanouir en tant que pays indépendant. Voilà. Et donc on s'est retrouvé dans cette situation où aujourd'hui, on se dit créole, parce que pour nous, créole égale métis. Parce que ces 5000 blancs auraient trouvé le moyen d'engrosser ces 20 000 nègres et de faire qu'il n'y ait plus de noirs en Martinique, d'ailleurs. Je vais vous montrer un autre document. Ceci, c'était juste une parenthèse pour vous dire que c'est dans cette inhumanité la plus totale que, nonobstant toutes les difficultés, les Africains qui ont traversé et qu'on a mis nus, parce que la nudité est quand même le premier moyen d'asservir un homme, eh bien, ils ont traversé nus dans les cales des bateaux, ils ont été vendus nus des fois à la descente même du bateau. Ils ont été maintenus nus parce que le code noir ne leur donnait que 4 mètres de grosse toile par an. Sans savoir, et le maître ne se souciait pas de savoir où ils allaient trouver les aiguilles et le fil pour pouvoir coudre les vêtements. Eh bien, ceux-là même ont créé, ils sont arrivés avec les pratiques culturelles et artistiques de leur région, de leur pays, et ils ont survécu grâce à ce que Aimé Césaire a appelé les armes miraculeuses de la créativité. Ils ont réussi à survivre et à créer des musiques, des danses, un art culinaire, des costumes traditionnels, toute une série de pratiques, de choses que nous avons encore dans notre vie quotidienne et que nous considérons comme étant nôtres, comme les bijoux également par exemple. Et tout ça, vous allez également le retrouver un petit peu dans le livre.